Quand je vois dans mes métiers, tout ce que je fais, ça a la curiosité et la curiosité de l'alimentation. Bon, il est temps que cet épisode soit publié. 1er juillet, ça fera pile 1 an que j'ai commencé à filmer cet épisode. C'est des choses qui arrivent et les projets personnels parfois prennent plus de temps. Mais bon, je suis quand même pas très fière que ça ait pris 1 an. Ceci dit, je suis actuellement au parc des Buttes-Chaumont. Déjà parce que j'ai la chance d'habiter ce quartier et qu'en temps de canicule, la verdure, ça fait du bien. Mais aussi parce que Céline Maguet a ouvert fin 2025 son nouvel établissement qui s'appelle Marne Bleue. Et les archives de Paris, je conseille à tout le monde, c'est trop marrant, c'est génial. Tu as fait du thé. C'est pas le printemps, ça ? J'ai rencontré Céline par l'intermédiaire de Camille de Bureau Classico lors d'un déjeuner pour le lancement de son livre La bonne cuisine des fruits à la ferme Champ Libre. Et c'était l'occasion pour Céline de cuisiner quelques recettes de son livre et de nous parler de sa vision de la cuisine. Pour moi, c'était hyper important de filmer et de faire le portrait de Céline parce qu'elle est l'exemple même d'un profil aux multiples facettes. Je trouve qu'on est dans une société où parfois on met trop vite des étiquettes et on est trop restreint à un domaine alors que rien ne nous empêche d'entreprendre différents projets et Céline en est le parfait exemple. Et elle m'a aussi montré à quel point tous ces projets se répondent les uns aux autres. Franchement, elle a 1000 vies. Même moi, j'ai du mal à suivre, donc elle m'a fait un petit schéma de toutes ces activités. J'ai connu Céline par l'agence Soif, qui est une cave bar à vin à Paris dans le 9e arrondissement. Et avec ses associés, ils font aussi de la distribution, du sourcing du vin et de l'événementiel. Maintenant, il y a Marne Bleue, le nouveau restaurant bar à vin et cave dans le 19e arrondissement, dont Céline est cofondatrice et gère la communication, comme à Soif. Et Marne Bleue organise aussi des événements. Il y a aussi le journalisme. Céline fait des chroniques pour le Fooding ou à France Inter pour l'émission On va déguster auprès de François-Régis Gaudry. Elle est aussi en cuisine, à Soif ou en résidence, comme Les œillets ou Caddy. Dans la continuité de cette activité, elle a écrit 2 livres, La bonne cuisine des légumes et La bonne cuisine des fruits, aux éditions First, ou encore des guides comme Le voyageur affamé à Strasbourg et Le voyageur affamé à Rome. Elle fait partie du collectif Unlimited qui ont un sound system et organisent des événements pour notamment lier le vin et la musique. Et enfin le conseil pour des marques comme Airbnb, Maison Martel ou encore Apple lors du lancement Let's Eat Guide. Voilà. J'ai adoré passer et filmer tous ces moments avec elle et cette curiosité très marquée par son passé de journaliste. Je voulais valoriser ses profils, d'avoir plusieurs casquettes et de pas se sentir bloqué dans une case. Cette vidéo aura pris le temps qu'il faudra, mais merci beaucoup à Céline pour d'avoir été patiente avec moi. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et surtout, suivez les projets de Céline parce qu'elle en a encore plein. Et pas forcément à Paris, donc affaire à suivre. Avant le déjeuner organisé par Céline, on a eu un tour de la ferme avec Chloé. À l'origine, Champ Libre, c'était une cantine à Paris tenue par Alice et Chloé. Et en 2023, elles ont repris la gestion de la ferme des Millonnets dans le Vexin qui approvisionnait le restaurant. Après la fermeture du restaurant, Chloé a repris la ferme et se consacre à 100% à la culture maraîchère biologique où chaque semaine, la ferme fournit 3 AMAP en Ile-de-France. Ça ressemble vachement à du réglisse. Sur place, il y a aussi un fourni les 2 gîtes pour vous évader le temps d'un week-end. Le fait de reprendre une exploitation qui fonctionnait déjà, c'est que tout est déjà productif. Quand on part d'un carré, d'une page blanche, et donc d'un carré de terre, qu'on plante des arbres, faut attendre 5 ans avant que ça commence à produire. Et l'arbre, il est vraiment rikiki avant 10 ans. Donc là, de reprendre quelque chose qui est déjà en place depuis 20 ans, c'est hyper gratifiant. Ici, on fait globalement quasi tous nos plants. C'est-à-dire que tous nos légumes, ils commencent vraiment de la graine. On n'achète pas des légumes qui sont déjà au stade de 3 feuilles et qu'on va ensuite implanter. C'est vrai que le métier de maraîcher stricto sensu, c'est vraiment juste le fait de planter et ensuite récolter. Mais si on prolonge un petit peu, on le rend encore plus intéressant en ajoutant du coup le métier de pépiniériste, donc celui de planter les graines et de les élever jusqu'au stade de 3 feuilles. Et on peut l'étendre un petit peu de l'autre côté de la chaîne en reproduisant aussi nos propres graines. Donc là, vous avez des poivrons ici, et là des aubergines. En plus, c'est trop agréable de cuisiner comme ça. C'est mon rêve d'avoir un îlot.
Là, vous avez des petits ballotins de haricots verts cuits dans des feuilles de figuier. Wow. Là, c'est la bonne saison. C'est un peu comme des frites, mais pas frites. Et à tremper dans une... ou pas, hein, mais il y a une mayonnaise feuille de figuier. Ici, ça c'est une panzanella. Donc la panzanella, c'est une salade typique de Toscane. Parce qu'en Toscane, ils ont conservation de viande et de pain. Et donc beaucoup de pain. Donc qu'est-ce qu'on fait avec le pain qui reste? On fait des croûtons. Et après, on en fait des salades. Et vous savez que le meilleur moment de la salade de tomates, c'est quand même le moment où on passe le pain à la fin dans l'huile avec le jus. On est d'accord? Et bah eux, ils ont tout compris, ils le font avant. Et en fait, normalement, il y a plein d'autres légumes, mais moi, j'aime bien qu'avec des tomates. Et donc, c'est des croûtons avec le pain d'ici, avec frotté à l'ail d'ici, avec fleur de fenouil, capre et les tomates d'ici. Voilà. Et une petite pointe de vinaigre. Un melon de Bourgogne, c'est un cépage typique que vous retrouvez normalement dans le muscadet. C'est ça. Je récupère mon petit bout de Pas vin. du tout ici. Enfin, c'est tellement beau de voir la petite cueillette dressée. Enfin, c'est dingue. Ce qui est trop bien, c'est quand tu cuisines dans des fermes. Souvent, on t'amène. Hier, elle est arrivée hier soir avec toutes les herbes, les fleurs et tout. Et en fait, t'as jamais des plantes aussi fraîches quand tu cuisines. T'as jamais autant de choix. Tu vois, là, elle a des herbes que je n'arrive pas à trouver à Paris. Et là, vous allez voir, il y a une feuille là du coup j'ai mis partout parce que j'étais trop contente. C'est la gastache qui a un goût un peu réglissé. Ah oui, tu nous as parlé. Ah, c'est bon, hein. Ah, t'as mis du piment sur la tarte Oui, parce qu'en fait, c'est une tarte, c'est une crème pâtissière au piment. Oh, wow. Ça marche hyper bien, piment framboise. Et à la base, c'était très pimenté hier. Arthur m'a dit, Céline, tu es encore trop pimenté. Donc on a fait une deuxième crème pâtissière pour alléger, parce que j'adore le piment. Ah ouais, ça va être incroyable. C'est genre bien. Ah non, pas si bien. Quand t'es venu à Soif la dernière fois, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait un DJ qui était là, moi j'étais en cuisine. Et en fait, chez Soif, on a toujours été, tout le monde est assez passionné de musique et soit fait partie de collectifs, soit est DJ, soit vers label. Et en fait, on a toujours lié musique et vin. Et c'est aussi pour ça qu'on crée des festivals, qu'on crée des bars à vin sur les festivals de musique. C'est vraiment notre lien vin et musique. Et tu vois, moi par exemple, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Unlimited. Et c'est un collectif, on a un sound system. Et on le sort et on mixe dessus. Et l'idée, c'est de sonoriser des événements à notre façon. On a toujours lié avec Soif le vin et la musique. Pour nous, c'est assez indissociable. Donc avant, on organisait pas mal de fêtes où il y avait et du vin naturel et de la musique. Pourquoi tu dis que c'est indissociable? Parce que, en fait, moi, je n'ai jamais compris pourquoi dans les festivals ou dans les événements de musique, ce qui était proposé à boire, c'était pas dingue, alors que la sélection musicale était dingue. Okay. Tu vois, je n'ai jamais compris pourquoi on considérait que quand tu arrivais dans un lieu, d'un coup, tu devais plus aimer la bonne bouffe, plus aimer le bon vin. Tu devais boire des trucs pas dingues, souvent des bières soumises à sponsoring, et écouter du bon son. Alors qu'en fait, ça peut aller de pair, et en fait, quand tout est au vert, quand vraiment tout est quali, tu sens vraiment que l'événement, il prend une autre ampleur. C'est un vin qu'on a fait, on est parti en Vénétie, Vendanger, dans le nord de l'Italie, avec une copine vigneronne, Émilie Urtubise. Et après, on l'a pressé, on a fait infuser du gamay dedans, et on l'a repressé ensuite. Ça fait un petit vin qu'on appelle un blue dans le milieu ou un rouge blanc, une petite bombe de fruits. Vas-y, je te fais goûter. Okay. Et il est vendu au verre ou à la bouteille ici? Il est vendu au litre, au verre et à la tireuse. C'est bon. C'est bon, hein? C'est glou quoi, à fond. Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais, à fond. Ouais. Ah, c'est une belle réussite. En fait, tu sais, j'ai été chroniqueuse pendant 2 ans. Là, ils ont resserré l'émission à la rentrée sur, en gros, des journalistes spécialisés et des chroniqueurs. Moi, je suis passée journaliste spécialisée, tu vois, tout ce qui est légumes, enfin, monde vivant, fruits et légumes. Le fruit incontournable de l'hiver, la clémentine. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Vous avez donc écrit La bonne cuisine des fruits, un livre qu'on apprécie beaucoup. On en avait déjà profité à la saison des fraises puisque vous étiez venus nous cuisiner ce fruit de printemps sur notre plateau. On parle d'un livre chez First Edition. La mandarine et la clémentine sont 2 cousines qui font l'objet d'un même chapitre dans votre livre. Vous avez choisi votre camp ou pas? C'est une bagarre entre mandarine et clémentine? Ouais, j'ai choisi la clémentine parce que je suis un peu feignante au niveau des pépins. Ah.
Mais après, il y a aussi une question de saison. La clémentine, c'est un peu le retour à la fin de l'été, on a envie d'agrumes et les clémentines arrivent. Et ensuite, on poursuit avec la mandarine. Donc c'est plutôt une question de saison en vrai. Et les recettes peuvent intervertir, c'est très pratique. La clémentine en salé, Céline Maguet, ça vous évoque quoi? Moi, je fais souvent des navets glacés au jus de clémentine. Ah, la bonne idée. Petit quartier navet dans du beurre et après vous finissez jus de clémentine, vous couvrez, vous servez. Ça vient casser l'amertume des navets en fait. Ça leur apporte... Et puis ça les laque un peu, ça les glace. Ouais, ça les glace, ça donne une petite sucrosité comme ça dessus. Et rôti aussi. Mais Clémentine rôtie. avec les peaux ou sans les peaux? Juste le jus. Vous mettez juste le jus et après les... Avec les endives aussi, hein, c'est génial. Avec les endives, ça marche très bien à la place de l'orange. Le fenouil. Ces deux aromatiques au sein de la clémentine. Alors je trouve que la mandarine a plus de sucrosité que la clémentine. La clémentine a plutôt un côté acidulé. En revanche, c'est plutôt quand là on l'a senti, on en a mangé un peu, on a mangé avant l'émission et ça sent en fait sur le plateau là. Et c'est plutôt au niveau de l'odeur assez citronnée, assez marquée en fait. C'est plutôt sur les huiles essentielles qu'on reconnaît la généalogie. Première recette à base de clémentine par notre amie Céline Maguet, c'est à la page 45 de son livre Clémentine au chocolat. J'ai une affection toute particulière pour cette recette. D'abord parce qu'elle a l'air très bonne, et ensuite parce que c'est un certain Clément, tiens, qui vous les a fait goûter. Vous avez vu, elle s'écrit Clémentine avec I-N-E entre parenthèses. Mais qui est donc Clément, Céline Maguet? Je vous vois venir, François Valgis. Lors du premier encart avec mon conjoint. Salut! Du coup, voilà, notre nouveau lieu. L'idée, c'est qu'on avait envie de quelque chose de plus grand et on avait envie de s'associer avec Héloïse, qui était ma caviste historique de la cave. Et on avait envie de créer un lieu à nous et un lieu où on pouvait vraiment recevoir du monde. On se sentait un peu à l'étroit au sein de la cave. À la base, ce lieu, c'était un coiffeur. Le sol, on l'a trouvé, c'est Héloïse qui l'a trouvé. En fait, elle a mis à nu le sol. Il y avait d'abord la première couche, c'était un parquet. Ensuite, c'était une moquette, des moquettes bleues de bureau. Ensuite, sous la moquette bleue de bureau, c'était du carrelage, mais un carrelage lambda. Et sous le carrelage, il y avait le carrelage d'époque. Et en fait, chiner, c'est vraiment un truc de... Avec Héloïse, on s'est appliqué à ça parce que c'est comment tu mets ta pâte sur le lieu. Enfin, vraiment, tu vois. C'est pas qu'un truc d'argent parce que c'est du temps, beaucoup d'implication, mais en vrai, ça change tout. Ça donne vraiment... Enfin, moi, je trouve que ça donne vraiment la pâte du lieu, tu vois. Pareil, le miroir, là, idem. Il est hyper beau le miroir. Ouais, chiné en Bretagne. 5 €. Et après, tu vois, t'as tout. Nous, on a que géré des problèmes. Donc, je peux le montrer si tu veux. Tu vois, là, par exemple, on avait ce lavabo, là. Qu'on a... En gros, ça, c'est de la robinetterie neuve. C'est de la robinetterie ancienne, on a déjà pété. Du coup, on avait des trous ici. Et donc, du coup, on a fait ça. Tu vois, en fait, ça vient d'un problème. Là, on a trouvé une solution qui est trop belle en fait, tu vois. Ouais, en fait, on est une cave à vin, donc tu viens acheter et c'est vraiment les mêmes prix qu'une cave, tu vois. Trop bien. Et après, tu peux les boire sur table, c'est 10 € de droit de bouchon. Ok. Après, mon petit truc à moi, c'est vraiment le sans alcool. J'insiste là-dessus, donc on a fait un gros rayon de sans alcool, où j'étais en mode on a quoi en sans alcool pour la rentrée? Et voilà, donc. Très bien. Ouais. Bah ouais. En plus, en vrai, c'est quand même un quartier où il y a beaucoup d'enfants. Tu vois, qui sont passés depuis le début et tout, et je suis quand même contente de pouvoir dire. On a aussi des softs pour les adultes, des softs pour les enfants, des softs pour les deux. Enfin, tu vois, c'est pas du tout un truc qu'on a pris parce qu'il fallait en avoir, quoi. En fait, on a vraiment pris du temps pour trouver le nom. On a fait des brainstorming, on a dîné avec des potes, on a essayé vraiment de mettre tous les noms sur la table et on ne trouvait pas. On est allé aux archives de Paris. Ça, c'est côté journaliste, je voulais vraiment savoir. On a découvert que c'était un magasin pour bébés qui s'appelait Le Confort de bébé. Ok. Donc ça marche pas trop. Et en plus, on a aussi découvert sur la façade, on a découvert qu'en fait, sous le rideau, il y avait une faïence où il y avait écrit Le Confort de bébé, faïence à la main, tu vois. Et en étant aux archives de Paris, on a vu que le sol, en fait, c'était du gypse. Le gypse, c'est une roche qui permet de faire du plâtre. Ok. Et c'était, en fait, les buts de Chaumont, c'était une carrière de gypse. Et sous le gypse, il y avait des marnes.
Les marnes, c'est une roche que tu retrouves aussi beaucoup dans les sols que tu trouves dans le Jura, en Bourgogne, notamment les marnes bleues, typiques de Jura, Bourgogne, Beaujolais, Vaucluse. Et en fait, vu que nous, quand on a mis à nu le local et qu'on l'a vraiment, on a vidé le local, on a trouvé toutes les touches bleues, la faïence bleue que tu retrouves dehors, le sol bleu, on s'est dit, en fait, c'est marne bleue, c'est évident. Et on l'a appelé marne bleue. En fait, ça me rappelle les sols de cantine. Mais moi aussi. Et c'est ça aussi qui est drôle quand on l'a mis à nu, c'est de voir, tu vois, cet immeuble a été construit en 1931. Ok. Donc ça date de 1931. Et donc ça a 100 ans en fait. Et donc t'imagines, quand t'as vu toutes les couches, c'est que tu vois aussi tous les styles architecturaux d'une époque. En fait, on a refait toute la devanture, qui était une devanture très moderne, et on a fait une devanture tout en bois. Et donc on a enlevé, il y avait une espèce d'énorme panneau, tu vois, comme un truc très moderne. Et quand on a enlevé les panneaux, en fait, tout le monde a mis ces panneaux successivement. Donc on avait toute l'histoire du lieu. On enlève, il y avait un coiffeur, après il y avait un autre coiffeur. Après il y avait arrêt fenêtre, un bureau, après il y avait un bureau de, je sais plus, de compta. Tu vois, tout le monde avait mis des couches successives. Et les archives de Paris, je le conseille à tout le monde, c'est trop marqué, c'est génial. C'est vraiment génial, t'es un peu détective en herbe, c'est incroyable. Les archivistes, ils sont géniaux. C'est pas le printemps, ça? Les filtres, toi? Ah oui. Pourquoi t'es journalisme et comment ça t'a amené à lier toutes tes activités derrière? À la base, moi j'ai fait des études de journalisme. Donc j'ai fait l'ESJ Lille, donc l'école de journalisme à Lille et Sciences Po Lille. Et c'est vraiment, initialement c'est ce que je voulais faire. Je voulais en faire mon métier d'être journaliste. J'ai bossé en télé, j'ai travaillé d'abord à M6 au JT. Et là j'en suis hyper éloignée aujourd'hui, je vois ta tête. J'en suis très éloignée aujourd'hui. Mais en fait, surtout l'école de journalisme, ça m'a appris une espèce de rigueur, quelque chose de... Tu vois, l'information, elle se vérifie. Et même quand tu fais de la communication derrière, ce que je fais pas mal avec Soif ou avec Marne Bleue, et ben l'information, elle est vérifiée. Je suis pas sur un surjeu ou un truc où je vends des choses qui sont fausses. Il y a vraiment une espèce de cette rigueur-là. Et je pense qu'au final, le lien entre tous les tafs que je fais, c'est vraiment un lien plutôt autour de la curiosité. Tu vois, quand je voyage, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'être informée, de poser des questions. C'est même d'ailleurs limite une déformation professionnelle. Quand je rencontre des gens, je leur pose plein de questions, mais parce qu'en fait j'ai envie de comprendre ce qu'ils font, qui ils sont. Quand je vois dans mes métiers, tout ce que je fais, c'est vraiment ces deux choses-là. Tu as la curiosité et la curiosité de l'alimentation. Se nourrir et comprendre. Est-ce que les livres, parce qu'il peut y avoir différentes façons de faire du journalisme, en tout cas d'avoir de curiosité. Moi je sais que c'est plus par l'image, alors que toi c'est typiquement par les livres. Et par l'écrit beaucoup. Beaucoup par l'écrit. Ouais, en fait, à la base, moi, j'étais en télé. J'étais en spé télé, j'ai fait de la télé. Et je me suis vite rendu compte que l'image, c'était génial pour transmettre une information, mais que le moment où tu loupais cette information, tu ne pouvais pas recréer ce moment. C'était pas possible. En fait, il y avait un côté de capture. Donc, d'ailleurs, je trouve ça très dur à ce moment-là, quand j'ai commencé, je trouvais ça dur de lier esthétique et information. Très vite, j'ai adoré l'écriture pour ça. Parce que l'écriture, ça passe en fait via aussi ton regard et ensuite tu retransmets. Et donc, certes, si tu n'as pas ces moments, tu peux très vite aussi l'accepter, le dire, et tu vois, et même éluder ces moments-là. Et en fait, tu racontes une histoire via le regard que tu portes. Et c'est, je pense, que je fais aujourd'hui beaucoup dans mon alimentation, quand je parle d'alimentation ou de vin, c'est le regard que je vais porter là-dessus. Tu vois, en fait, si tu regardes dans mes livres de cuisine, alors oui, il y a des recettes et tout, mais tu as aussi beaucoup de texte introductif. J'aime beaucoup donner des éléments d'information pour que les gens ensuite se les approprient, tu vois, et retransmettre, pas des vérités, mais vraiment un truc informatif pour que chacun décide de ce qu'il fait sien, tu vois. Dans le livre sur les fruits, tu vois la partie banane, qui était importante de mettre, puisque la banane, on en trouve en Martinique et en Guadeloupe, c'est une appellation. Il y a tout ce scandale du chlordécone. Donc en fait, tu peux aussi, dans un livre de cuisine, transmettre des éléments que les gens peuvent ensuite tirer, aller chercher, voilà, des éléments de réflexion. Et pas juste « Hey, on va faire un cake à la banane et je vous montre comment le faire ». Et ce que je fais, bien sûr, parce que c'est trop bon le cake à la banane. Mais aussi, c'est important pour moi de donner un peu plus de nourriture et une nourriture intellectuelle. En fait, si je fais autant de choses, c'est parce qu'il y a une vraie curiosité insatiable. Moi, l'alimentation, je la pense à 360. Elle est aussi bien dans le faire, dans le cuisiner. Elle est aussi bien dans le transmettre, dans la rencontre avec les agriculteurs, les vignerons. Tu vois, aussi bien dans la rencontre aussi quand je suis en service en salle. J'adore.
Enfin, juste cette transmission-là, qui est pour moi aussi une autre façon de transmettre que par l'écrit. En fait, je trouve que j'ai cette chance de rencontrer des personnes que je trouve très inspirantes. Et j'adore écrire aussi pour ça, pour transmettre ce que les gens me disent. Explique Apple. ce délire que tu es un guide Apple. Oui, c'est vrai. Ok, je te montre. En gros, j'ai été contactée par Apple parce qu'ils lançaient à Paris leur guide. Ils ont des Let's Eat à travers le monde, et notamment en fait plutôt dans le monde anglo-saxon. Donc ils ont Londres, Seattle, Miami, et à l'occasion des JO, ils lançaient leur guide à Paris, et ils m'ont proposé de le faire celui de Paris. Et donc je fais 5 adresses par mois pour Apple. C'est génial parce qu'en plus j'adore j'adore manger, donc ça me fait vraiment plaisir de trouver des adresses parisiennes. Et l'idée c'est que c'est vraiment à mon image, donc je fais vraiment attention aux adresses que je donne parce que c'est des adresses que je conseille en mon nom. Donc j'ai pas du tout envie que les gens y aillent et soient déçus. C'est vraiment hyper important pour moi. Donc je fais attention au sourcing, tu vois, elles passent vraiment pas tous le test. Donc c'est Apple Maps dans le monde entier, mais nous on appelle ça plan. Et hop, tac, tac. Attention, voilà, avec ma tête là. C'est quoi cette tête? La DA est... La DA est... Voilà, bon, écoute. C'est pas ma DA, c'est pas la mienne. Et en fait, ce que j'adore, par exemple, c'est que maintenant que j'habite à Rennes, j'arrive donc par la gare Montparnasse et je me prends toujours des moments pour me balader dans des quartiers. Donc le 5e, le 13e, donc en ce moment, je suis à fond dans le 13e. Et j'ai découvert, par exemple, ici, c'est une pâtisserie thaïlandaise. C'est génial. Avec des desserts thaïlandais que je connaissais pas du tout parce qu'en fait, on parle tout du mango sticky rice, mais en fait, t'as un panel dans le sucre en Thaïlande, autour notamment du lait de coco qui est génial. Voilà, donc ça c'est mes petites adresses. Cool. 99 actuellement. Qu'est-ce que je dois retenir de Rennes? Bah t'as vu, non? C'est une ville qui grouille, tu vois, il y a une scène culinaire qui est hyper excitante et exaltante. Ouais. Et des produits comme rarement j'ai vu. Tu sens vraiment que ça peut devenir une scène gastronomique et une scène culinaire importante. Pour ça, il faudrait que les gens se disent qu'il y a des choses à voir à Rennes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir à Rennes. Donc t'es contente d'avoir déménagé en Rennes? Ouais, je pensais pas du tout. En fait, c'est une ville que je continue d'apprendre à connaître. Et je m'y sens vraiment bien en fait. Tu vois, c'est une ville à taille humaine où je m'y retrouve aussi dans la mentalité, dans la façon de vivre et surtout dans les produits.